Bonjour Montpellier. Bonjour Montpellier. Comme cela se fait plaisir de se voir aussi nombreuses et nombreux. Comme cela nous fait plaisir en réalité de sentir cette chaleur humaine, la même que nous avons éprouvée, Nathalie en a parlé, dans les cortèges si nombreux, si fournis, si enthousiastes et déterminés qui, le 22 mars dernier, ont fait entendre au pays tout entier un mot simple, un mot clair, un mot qui doit porter à la fois dans tout le pays et au-delà des frontières. La France restera et sera toujours antiraciste et adversaire farouche de l'extrême droite. C'est bien dans un tel contexte que se déploie notre rassemblement dans le grand nombre aujourd'hui à Montpellier. Parce que si nous nous rassemblons, c'est que nous savons l'importance vive, peut-être plus vive que jamais d'ailleurs, du collectif, du fait d'échanger, d'être ensemble, de comprendre ensemble la situation telle qu'elle se déploie, parfois en nous laissant inquiets ou interdits. Voyez-vous, il a été question de la dissolution. Vous en avez vous-même le souvenir, nous en avons tous le souvenir. La dissolution a été perçue partout et par toutes et tous comme une secousse. Qu'allait-il donc se passer? Le pays allait-il sombrer dans le pire? Allait-il renouer avec une part de son histoire que nous rejetons absolument? Eh bien, à ce moment-là, les associations, les forces politiques, la nôtre tout particulièrement, les syndicats, tout le monde s'est porté dans la bataille, tout le monde a dit non. Il nous faut défendre la République, il nous faut défendre ce que nous avons de plus précieux, c'est précisément cette communauté politique qui repose sur le principe d'égalité. Cette communauté politique qui porte le beau nom de République. Et nous y sommes parvenus par cette force considérable qu'il faut donc chérir absolument, celle d'être ensemble, la puissance vive de l'engagement. Et la puissance vive de l'engagement, elle est d'autant plus importante, voyez-vous, que dans un contexte, Nathalie l'a rappelé, où l'extrême droite avance partout dans le monde, nous savons qu'en France, elle progresse souvent sur un fond d'isolement, de dialogue solitaire avec la télévision. Là où nous, comme c'était le cas lors du grand mouvement des Gilets jaunes, lorsque les gens discutent, lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils se rendent compte aussi que leurs problèmes sont communs, que leurs besoins sont communs, eh bien, c'est le grand camp de l'émancipation, c'est celui de la République sociale, c'est le nôtre que nous incarnons dans le pays qui avance. Nous sommes cette force de la fraternité humaine, de l'entraide, de la solidarité. Et je souhaite commencer par vous dire qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ce qui se raconte, par les mensonges, et qu'un débat démocratique serein, bien déployé, bien organisé, commence par un principe simple, que les mots aient un sens, que les mensonges ne se répandent pas partout, qu'on ne retourne pas le monde et le sens des mots en permanence. Je veux donc commencer aujourd'hui par quelques vérités simples qu'il est bon non seulement de faire entendre ici, mais nous toutes et nous tous de faire retentir dans tout le pays. Non, les antiracistes ne sont pas des racistes. Non, les partageurs ne sont pas la ruine de nos économies. Non, les féministes et les LGBT ne sont pas une menace pour la société. Non, les défenseurs du droit international ne sont pas des antisémites. Non, les protecteurs de l'environnement ne sont pas des terroristes. Non, les tenants de la loi de 1905 ne sont pas ambigus avec la laïcité. Non, les dénonciateurs des violences policières ne sont pas des brutaux. Et non, enfin, celles et ceux qui chérissent la démocratie et la souveraineté populaire ne sont pas des tyrans en puissance. Assez de mensonges, assez de calomnies, assez de bêtises dans le débat public. Nous sommes fiers de ce que nous portons et nous pouvons l'être. Car il y a dans cette inversion permanente des réalités quelque chose qui profondément pourrit le débat démocratique, pourrit violemment le débat démocratique. Et le macronisme est la figure, la quintessence de cela. D'ailleurs, rendez-vous compte, nous sommes toujours dans une situation où, dans l'espace public, il semblerait
qu'une bonne partie de nos éditocrates nationaux, des gens qui ont toujours un avis sur tout, aient oublié un fait tout de même assez fondamental en démocratie. Les élections législatives n'ont pas été respectées. La volonté du peuple français n'a pas été respectée. Toute discussion sur l'état actuel de nos institutions doit partir de ce fait fondamental. Et c'est à partir de ce fait fondamental, conscient de ce qu'il implique, que nous sommes fiers aujourd'hui de lancer une grande campagne nationale pour la 6e République, parce que le moment est venu. La 6e République s'impose. Et aujourd'hui, le moment est venu de faire entendre dans tout le pays un cri que nous allons répandre partout tout le printemps. Vive la Constituante, vive la 6e République, vive la souveraineté du peuple. S'il est temps, c'est que la 5e République, Livia l'a dit, est à bout de souffle. Il y a même un certain expert de la 5e République qui l'a analysé sous toutes les coutures, l'a commenté en permanence et finalement, c'est son affaire, mais a passé sa vie sur les plateaux de télé. Eh bien, cet homme qui s'appelle Alain Duhamel a commis une petite tribune. Oh, il n'est pas le pire dans les analyses qu'il propose en ce moment, parce que oui, en même temps, il y a du niveau. Mais enfin, lui, il reconnaît quelque chose. Il dit « Nous sommes dans la plus grande crise politique de la 5e République ». Il en a écrit toute une tribune. Alors, pourtant, cet homme est le grand compagnon de route de la 5e République. Il a considéré toute son existence que c'était une puissance de stabilité, que c'était finalement les meilleures des institutions possibles. Eh bien non. Il dit aujourd'hui que le pays traverse la plus grande crise politique depuis 1958. Ce n'est pas rien. Et la réponse politique que nous apportons en diffusant dans le pays cette idée de 6e République est une réponse à la hauteur du problème, une réponse sérieuse, argumentée. Et lorsque je vous parlais du ras-le-bol que nous éprouvons toutes et tous pour les calomnies, les mensonges, les bêtises du débat public, nous invitons aujourd'hui, depuis Montpellier, l'ensemble des autres forces politiques à dire ce qu'elles pensent de la 6e République, ce qu'elles pensent de la rénovation des institutions, ce qu'elles pensent enfin de ce dont la France a besoin, au lieu de pourrir le débat public avec des débats insensés, comme par exemple le port du voile islamite dans le sport, dont personne n'a rien à faire dans ce pays. Nous avons autre chose à discuter, autre chose pour la paix, autre chose pour la démocratie, autre chose pour l'avenir de la jeunesse. Alors François Bayrou, là vous pouvez y aller. François Bayrou, le 27 août 2024, il n'y avait pas encore de Premier ministre, parce que ça, rappelons-nous aussi, ça a mis un petit temps à arriver. Il dit ça sur BFM, le 27 août 2024, personne n'a gagné les élections. Ah, mais quelle trouvaille! Personne n'a gagné les élections, bon. Et là, ça me faisait penser à ce que disait Nathalie sur l'état de stupéfaction. Parce qu'en réalité, ça a été dit, je suis député de Brest. À Brest, il y a des gens qui me disaient « Mais comment on s'est retrouvé à être Barnier Premier ministre ?» Mais c'est vrai, ça. En plus, sorti de derrière les fagots. Plus personne n'en parlait. Ben, bon, pareil, Bayrou, on se disait « Fin de carrière ». Bam, ils nous le remettent. Et on se trouve dans une situation quand même particulière où ce camp-là affirme qu'il est en légitimité de gouverner parce qu'il nie le résultat des urnes. Eh bien, ce n'est pas normal. Refaisons le film. Ne les laissons pas réécrire l'histoire à leur façon et à leur sauce. Parce que le nouveau Front populaire a gagné les élections et la coalition est arrivée en tête. Et c'est le nouveau Front populaire, avec la France insoumise, qui a bien facilité quand même les conditions de l'unité. C'est le nouveau Front populaire qui a permis d'infliger une lourde défaite à l'extrême droite. Résultat des courses, ils auraient pu nous laisser gouverner et ne pas censurer notre gouvernement, n'est-ce pas? Eh bien, alors que les Français ont envoyé le 7 juillet un signal clair en disant qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite, ces gens-là ont préféré, honte à eux, gouverner avec le soutien sans participation de l'extrême droite. Ce sont des irresponsables. Et ces irresponsables, le premier d'entre eux, l'irresponsable en chef, il se trouve à l'Élysée, il s'appelle Emmanuel Macron, et il a pu être aussi irresponsable et brutalisant avec notre démocratie pour une simple raison. Pour la simple raison que la 5e République le lui permet.
C'est la monarchie présidentielle le problème. C'est la monarchie présidentielle qui fait que dans nos institutions, nous, ici, les députés qui sont ici, qui sommes ici, on peut être renvoyés chez nous et hop, il y a des nouvelles élections. Mais lui, non. Il est irresponsable au sens le plus strict. Personne ne peut le renvoyer chez lui. Eh bien, c'est un gros problème dans nos institutions. C'est un problème lourd, car les parlementaires pourraient aussi avoir le droit de lui dire au revoir, ou les citoyens, par un référendum révocatoire. Salut Macron! Qu'il s'en aille tous! Alors, si vous voulez même dire un peu, si vous voulez dire un peu de breton, en breton, Kenavo, c'est au revoir. Alors on peut dire Macron, Kenavo, Macron, Kenavo. Vous voyez, ça vous fait venir un peu de Bretagne ici. Alors bon, vous avez le soleil, déjà c'est pas mal, bon. Alors, Macron, en octobre 2016, il dit qu'il veut être un président jupitérien. Hein, ça, on s'en souvient. Jupiter. Mais il persiste. Le 14 juillet 2022, il dit, dans un entretien pour le 14 juillet, « Certains avaient voulu me voir comme Jupiter. » Qui? Je ne sais pas. Certains avaient voulu me voir comme Jupiter. C'est plus Vulcain. C'est-à-dire à la forge. Alors, vous riez, c'est la réaction normale. Mais qu'ont fait nos journalistes de cour? Où étaient les unes le lendemain pour ridiculiser aux yeux du monde un président qui parle comme ceci? C'est absurde. Nous avons un président de la République qui se compare à des dieux romains. Cela n'a aucun sens, mais cela est permis par l'esprit de cour, de servilité, l'esprit absurde qui caractérise nos institutions et qui d'ailleurs enferme le président sur lui-même. J'avais lu quelques papiers où on disait que c'était inquiétant parce qu'il ne parlait plus à personne. Ben, c'est sûr, on n'est pas rassuré. Ce qui nous rassure, c'est la perspective que nous ouvrons aujourd'hui, parce que nous le disons clairement et parce que c'est ce que devrait dire d'ailleurs tout républicain authentique lors d'un 14 juillet. À bas la monarchie présidentielle! Parce que la monarchie présidentielle et la Ve République sont aussi une source puissante de violence et de brutalité répétée contre la démocratie. Nous le savons toutes et tous. Si la volonté du peuple n'est pas transcrite dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, dans ce qui se produit dans les institutions, eh bien à ce moment-là, il y a une colère qui monte parce que les revendications légitimes sur le fait que les salaires sont trop bas, sur le fait qu'il faut agir davantage sur l'écologie, sur les conditions insupportables de travail à l'hôpital. Bref, toutes ces revendications légitimes ne trouvent pas de débouchés. Et donc, à ce moment-là, les mouvements sociaux se multiplient légitimement, normalement. Et ce qui s'est multiplié également sous Emmanuel Macron, c'est leur répression brutale. Les gilets jaunes, les soulèvements de la terre, les mobilisations antiracistes et contre les violences policières, le grand mouvement contre les retraites, nous nous en souvenons toutes et tous, et nous nous souvenons que Macron a réussi au moins une chose ces dernières années, cultiver dans ce pays l'esprit de résistance. Alors, sur les retraites, c'est grandiose, je vous le fais rapidement, mais ça vaut le coup quand même. Dominique Seux, 2010, donc ça c'est sur France Inter. La réforme courageuse du gouvernement, c'est le nom de son édito. Franck Morel, 2023, ça c'était un ancien conseiller social d'Édouard Philippe. La réforme est courageuse et va être difficile. Et nous, si vous voulez, à l'Assemblée, on en écoute des vertes et des pas mûres parfois. Et il y en a en permanence qui disent comme ça, ils se pointent à la tribune et ils disent « c'est difficile, mais nous devons assumer ce choix courageux. Courageux de faire travailler les gens 2 ans de plus. C'est une honte. Ils ne sont même pas concernés par les réformes qu'eux-mêmes mettent en place. Le courage, c'est la démocratie. Le courage, c'est la République sociale. Le courage, c'est la 6e République. Il est temps, en effet, il est temps de dépasser cette 5e République, car l'heure de la 6e République est venue.
Et lorsqu'on explique à longueur de plateau, à longueur de cours de droit constitutionnel dans ce pays que la Ve République est stable aujourd'hui, plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit. Regardez la situation. Elle est belle, la stabilité du pays aujourd'hui. Donc non, la stabilité, ça passe par la démocratie. Ça passe par le fait que les demandes sociales, les demandes populaires soient transcrites en politique publique de façon concrète. Et l'instabilité actuelle, j'irai plus loin, est causée par ceux qui détiennent énormément de richesses, car ils voient la démocratie comme un moyen et comme une menace qui s'impose à leur fortune colossale. Qui a appelé Emmanuel Macron en juillet dernier? Bernard Arnault. Il y en a qui ont suivi. Allô Emmanuel? Oh, tu ne vas pas me mettre la gauche au gouvernement? Non, non, t'inquiète. Et voilà comment il marche sur une élection. Ça suffit. Machiavel disait déjà, possédant déjà beaucoup, les riches peuvent plus violemment et plus puissamment susciter des troubles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la source principale de chaos, ce sont les milliardaires dans notre pays qui sont gavés. Ils sont gavés par Emmanuel Macron et sa politique fiscale, le président des riches. Et en République, nous allons le lui rappeler ce printemps, en République, on n'obéit pas aux milliardaires, on obéit au peuple. C'est le sens de cette grande campagne pour la Constituante, pour la démocratie, pour la Sixième République et l'unité du peuple. C'est le sens de la grande pétition que nous avons lancée avec Mathilde Panot et l'ensemble du groupe parlementaire sur le site de l'Assemblée nationale pour la convocation d'une Assemblée constituante et pour la Sixième République. Cette pétition, pour la signer, vous devez vous connecter à France Connect. Alors je sais que c'est compliqué, mais à la fin, c'est pas comme n'importe quelle autre pétition. Si on arrive à 100 000 signataires, on va devoir avoir un débat, on va pouvoir avoir un débat sur la Constituante et la Sixième République à l'Assemblée nationale. Les uns et les autres vont devoir se positionner sur le sujet. Donc allez-y, partagez-la, convainquez celles et ceux qui auraient la flemme ou ne pourraient pas éventuellement avoir accès aux moyens de la signer. Il faut tenir des points de signature, de pétition dans les semaines et les mois à venir. Nous avons jusqu'au 19 juin pour atteindre les 100 000 signatures. Allez-y, il faut vraiment s'impliquer fondamentalement là-dedans, et d'autant plus que je vous signale que les identifiants France Connect, ce sont les mêmes dont on a besoin pour se connecter afin de s'inscrire sur les listes électorales. Donc menons ensemble la bataille pour la Sixième République et la participation populaire. Menons la bataille pour que le référendum d'initiative citoyenne pour l'abrogation, la révocation ou la proposition d'une loi, soit enfin une réalité. Cette campagne s'accompagnera également du lancement d'un grand site où les uns et les autres, les unes et les autres, vous pourrez déterminer les priorités qui sont pour vous celles que nous devons mettre en avant dans le cadre de la défense de la Sixième République. La Sixième République est plus vaste que la seule question institutionnelle. La Sixième République, c'est également la Sixième République sociale, au travail. Et comme j'en ai vu depuis que je suis élu en juillet dernier, des gens qui n'en peuvent plus du management toxique, des gens qui leur brutalisent leurs conditions de travail au quotidien, poser la question de la Sixième République, c'est aussi poser la question de qui décide dans l'entreprise, qui décide à l'hôpital, qui décide à l'université. Voilà le sens de la République sociale. La Sixième République amène également avec elle une perspective positive, celle des droits nouveaux et de la déclaration des droits nouveaux, des droits personnels, des droits sociaux, des droits environnementaux. Vous savez, tout comme moi, que l'urgence écologique est à un point terrible, qu'elle doit aujourd'hui appeler des mesures fermes de bifurcation qui rendraient par ailleurs la société bien plus heureuse qu'elle n'est aujourd'hui. C'est le cas de la Sixième République. La règle verte, pour faire en sorte que nous ne prélevions pas davantage à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer, notamment sur le cycle long de la nature. Le référendum pour décider également quels seront les biens communs que nous inscrirons et que nous collectiviserons, l'eau, l'air, la santé, bref, tout ce qui est nécessaire à la vie. Et bien entendu, la propriété comme droit d'usage, parce
il n'y a aucun propriétaire qui doit se sentir le droit de détruire, par exemple, les cours d'eau pour des générations et des générations. Et je parle en connaissance de cause, car je viens de la région où il y a le plus grand nombre de cochons par habitant et que l'élevage porcin intensif détruit les cours d'eau. Alors, enfin, avec cette nouvelle déclaration des droits et cette nouvelle République, il y a aussi la perspective que la 6e République soit la 6e République pour toutes et tous, une 6e République foncièrement antiraciste. Prenez Nicolas Sarkozy. Qu'osait-il dire? Nicolas Sarkozy disait « Comment peut-on oser dire que le RN n'est pas républicain ?» Mais pour qui se prend-il, lui? Comment peut-il oser délivrer des brevets de qui est républicain ou pas dans le pays? Il a qu'à balayer devant sa porte, qu'ils s'en aillent tous. Et je termine sur un point qui est fondamental. Vous avez sans doute également croisé des personnes qui, habitant depuis 20, depuis 30 ans dans ce pays, sont fatiguées d'essayer d'obtenir la nationalité car c'est trop compliqué. Eh bien moi, je vais vous lire la perspective historique à laquelle nous nous rattachons, celle qui veut faciliter les conditions d'obtention à la nationalité, celle de la Constitution de 1793, qui écrivait dans son article 4 « Tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui domicilie en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits du citoyen français. » Voici également la perspective de la 6e République, une 6e République pour toutes et tous. N'ayez pas peur de votre ombre, nous sommes la gauche, nous sommes le grand camp de l'émancipation, nous sommes le camp de la République universelle. Ne vous laissez pas impressionner par les Retailleau et compagnie. Ils ne méritent pas votre attention, ni la nôtre. Alors oui, faites des points de pétition, des points d'inscription sur les listes électorales et des points pour faciliter les démarches d'obtention de la nationalité. Nous sommes fiers de dire que nous sommes la force de la 6e République, démocratique, sociale, féministe, antiraciste. Et je crois qu'avec la campagne que nous lançons aujourd'hui, nous lançons également pour tout le pays une perspective d'espoir. C'est notre rôle. C'est notre rôle de rappeler que nous refusons et refuserons toujours que des gens qui en permanence piétinent l'aspect concret de la devise républicaine se sentent le droit de décerner à tel ou tel des brevets de République. La République, 5e, 6e, et quel que soit son avenir ensuite, la République tient tout de même par ces mots, ces beaux mots que je tenais à ce que nous les répétions ensemble. Liberté, égalité, fraternité. Et enfin, j'ai appris quelque chose en venant ici. Et je suis sûr que je vais en apprendre plein d'autres. Mais j'ai appris quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est un poète que j'aime beaucoup et dont j'ignorais qu'il était de Montpellier. Il s'agit de Francis Ponge, qui est né ici. Et Francis Ponge écrivait, je vous laisse ces mots en partage, « Il ne faut cesser de s'enfoncer dans sa nuit. C'est alors que brusquement la lumière se fait. Vive la 6e République !